La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Père Conti, raconte toutes tes histoires, raconte toutes tes histoires. Cher auditeur, dans l'épisode 150, je t'ai expliqué que pour moi, la plus grande richesse de l'apprentissage de la drague se situe dans l'optimisation de mon monde intérieur, c'est-à-dire dans l'optimisation de mon train de pensée. Voici comment ça marche. Tu surveilles tes pensées, tu surveilles tes sensations physiques, tu surveilles ton comportement, et dans cet ordre-là. Et ensuite, tu appliques le filtre « Est-ce que ça m'affaiblit ?» Tu appliques ce filtre sur tes pensées. Dans 95% des cas, la réponse est oui. Oui, la plupart de tes pensées t'affaiblissent. La plupart de tes pensées sont des demandes de validation, des justifications, des excuses, des rationalisations, des biais cognitifs. Bref, 95% de tes pensées visent à protéger ton statut, ta position au sein du groupe, que ce soit un groupe réel ou imaginaire. 95% de tes pensées visent à protéger ton ego. Dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je vais te faire un petit compte-rendu et à l'aide de ce compte-rendu, je te montrerai comment je n'ai pas foiré un coup justement en optimisant mon monde intérieur. Comment je n'ai pas foiré un coup en appliquant le filtre « Est-ce que ça m'affaiblit ?» sur mes pensées et mon comportement. Nous sommes un samedi soir à Anvers. Je bois des bières dans le bar de Christian. Christian, c'est le père d'un de mes meilleurs potes. Christian, c'est le mâle alpha par excellence. Il a 65 ans, il a 15 gosses chez je ne sais combien de femmes différentes et il chope encore des femmes de 20 à 45 ans plus jeunes que lui. Je t'ai déjà parlé de ce mec dans l'épisode 80 du Coach Drague Podcast, l'épisode intitulé « Comment draguer une fille dominante ». À un moment donné, je reçois un texto d'une nana que j'ai draguée dans la rue il y a plus d'1 an et demi. Nous avons eu 2 rencarts. Je l'ai embrassée le premier rendez-vous et j'ai foiré le 2e rendez-vous malgré qu'elle fût très réceptive. Quand tu es un monsieur tout le monde, pas spécialement beau, riche ou populaire, ta marge d'erreur est petite. Surtout si la fille est mignonne. Si tu foires ton rendez-vous avec la fille, si tu rates la fenêtre de tir, alors c'est game over. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai foiré le 2e rencard et elle m'a fait comprendre que c'était game over. 1 an et demi plus tard, cette même fille m'envoie un texto ce fameux soir à Anvers pendant que je bois des bières chez Christian. Je l'avais croisée quelques heures auparavant dans un autre bar. Nous avons eu une brève conversation. Salut, comment vas-tu? Quoi de neuf? Comment va le boulot? Ce genre de conversation. Pendant cette conversation, je n'avais pas remarqué de signe d'intérêt quelconque de sa part. Dans ma tête, c'était toujours mort, vu que j'avais foiré le 2e rencard et qu'elle m'avait fait comprendre que c'était mort. En plus, pendant cette conversation, elle avait profité d'une petite distraction, un mec qui m'avait demandé un truc, pour s'éclipser. Donc, cher auditeur, tu peux comprendre que j'étais surpris de recevoir un message de sa part quelques instants plus tard. Et c'est alors que l'optimisation de mon monde intérieur commence. Je reçois son message et je sens tout de suite l'excitation, une légère euphorie monter, un rush de dopamine. C'est comme si j'avais gagné le jackpot ou comme si j'avais eu 10 000 likes sur une publication sur Facebook. Une grosse récompense sociale. J'ai envie de lui répondre instantanément et de lui faire part de mon enthousiasme. Stop, stop, stop. Est-ce que ça m'affaiblit ou pas? Oui, ça m'affaiblit. Pourquoi? Réagir aussi rapidement et avec autant d'enthousiasme sous-entendrait que je la vois toujours comme étant supérieure à moi. Cela confirmerait sa position supérieure vis-à-vis de moi.
Qui est plus content de voir l'autre, la star ou le fan? Qui occupe une position supérieure, la star ou le fan? Le fan est plus content ou plus nerveux de voir la star. Le fan a une réaction émotionnelle plus intense que la star. La star occupe une position supérieure. La star a un statut plus élevé. Ce phénomène psychologique joue constamment en arrière-plan dans chaque groupe, dans chaque interaction sociale. Ton cerveau surveille en arrière-plan, constamment, si ton statut est menacé ou pas. Je ne réagis pas tout de suite à son message. Je laisse mes émotions se calmer. Je décide d'attendre, mais pas trop longtemps non plus, car nous sommes 2 ou 3 heures du matin. Si j'attends trop longtemps, je risque de rater la fenêtre de tir. Le fait de ne pas répondre tout de suite pourrait déclencher en elle de l'angoisse, une légère angoisse liée à son statut. Si elle m'envoie un message et si je ne réponds pas, c'est comme si elle se faisait nier ou rejeter. C'est comme si tu recevais 0 like sur une publication sur Facebook. Ça pique. Et pourquoi est-ce que ça pique? Car ton cerveau te dit « Attention, rejet, ton statut est menacé. » Donc, je décide de jouer là-dessus. J'attends pour laisser mes émotions se dissiper, pour ne pas envoyer des bêtises motivées par mon excitation, mais aussi pour lui laisser l'espace et le temps de sentir le status anxiety. Quelques minutes plus tard, je lui réponds que non, je ne suis pas rentré à la maison, je suis en train de picoler. Elle me répond qu'elle est dans tel bar et que si j'avais envie de venir, j'étais le bienvenu. Oh René, tu vas pas me croire, dis. J'ai trouvé les 6 bons numéros du loto. What the shell? Elle écrit « Je suis dans tel ou tel bar. Si tu as envie de venir, tu es le bienvenu. » Je lis « Je suis chaude, je veux que tu me fasses vibrer, que tu me secoues, que tu me déchires avec ton marteau-piqueur. » Mon cerveau se met à clignoter. Des jets de vapeur me sortent par les oreilles. L'excitation et la joie anticipatoire envahissent mon corps. La récompense est à portée de main. Tu crèves la dalle, tu attends une éternité et finalement la serveuse t'apporte ton repas. C'est comme ça que je me suis senti. Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point les gens peuvent être excités et joyeux juste avant de commencer le repas? C'est exactement la même réaction. Ce sont les centres du cerveau qui constituent le système de récompense, qui s'activent et qui te font comprendre que oui, la récompense arrive. Fin, ta bouffe arrive, récompense, tu vas survivre. Désir, la femelle est intéressée, récompense, tu vas te procréer, tes gènes vont survivre. Je décide d'attendre 5 à 10 minutes, car je sais que si je réponds maintenant, sous l'effet de cette excitation anticipatoire, je risque d'envoyer un message trop enthousiaste, trop rapidement, qui risque de communiquer implicitement « Je suis excité, je suis acquis, je ne pose pas de challenge, je n'ai pas d'autres options entre toi et moi. Tu te situes plus haut sur l'échelle, je suis donc inférieur. » Et elle risquerait de perdre son intérêt. La séduction, même quand l'attirance est réciproque, même quand c'est presque dans la poche, est un exercice d'équilibre. Visualise une balance, comme la balance de la déesse de la justice, une vieille balance qu'on voit sur les marchés, composée de 2 plateaux. Dans l'un des plateaux, tu mets les pois, dans l'autre plateau, les fruits et légumes. Et cette balance représente l'équilibre dans l'interaction. Cette balance doit être en équilibre ou elle doit pencher en ta faveur. Si elle penche en ta défaveur, cher auditeur, c'est mort. La balance qui penche en ta faveur, ça veut dire quoi? C'est une question de statut. Et mettons-nous d'accord sur la définition de statut. Le statut, c'est la position d'un individu par rapport à un autre individu ou à un groupe. Dans ton interaction avec cette fille, dans votre dyade, dans votre petit groupe constitué de 2 personnes, toi et elle, qui a le statut plus élevé? Qui a le pouvoir? Qui est en demande?
Qui a plus besoin de l'autre? La balance qui penche en ta faveur veut dire que c'est toi qui as le pouvoir. Je remets mon téléphone dans ma poche et je discute avec Christian. Je ne vois pas le temps passer. 10 à 15 minutes plus tard, je revérifie mon téléphone. Elle m'a envoyé un autre message. Si tu n'as pas d'endroit pour dormir, tu peux rester dormir chez moi. J'ai besoin d'un peu de compagnie. On voit cette réaction aussi chez les mecs. Dès qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre la fille, leur cerveau déclenche l'angoisse de la perte et ils tentent le tout pour le tout. Donc tu vois, cher auditeur, le fait d'avoir attendu a de nouveau déclenché l'incertitude chez elle. Et là, en lisant ce dernier message, mon enthousiasme anticipatoire s'est transformé en un soulagement et un léger sentiment de pouvoir. La toute première pensée que j'ai eue est « Je le savais ». Je lui réponds par « Ok, ça va, à tout de suite ». Elle répond « Quand exactement? Car j'ai envie de rentrer maintenant ». J'attends encore 5 minutes. Puis je réponds « J'arrive ». Je termine ma bière, je prends ma veste, je paye l'addition, je fais un câlin à Christian et je pars. Le bar où elle se trouve se situe à 3 minutes de marche du bar de Christian. Je me rapproche du bar et à une distance de 20 à 30 mètres, je la repère. Elle fume une cigarette dehors et elle est en groupe. 2 filles et 2 mecs. Je sens la nervosité qui monte, car j'ai eu des ennuis dans le passé dans ce même bar. J'ai failli me battre avec un gars, un militaire ivre, agressif et raciste. Il voulait m'attaquer car j'ai la tête d'un étranger, car je suis étranger. Et il détestait les étrangers. Je buvais une bière, discutais avec un gars, et tout d'un coup, le militaire est apparu de nulle part, un regard vide, plein de dégoût et de haine, et donc cette expérience avait laissé un ancrage négatif. Deuxième point, elle était en groupe. J'étais seul. Parfois, je suis intimidé par les groupes, et parfois pas. Cela dépend de plusieurs facteurs. Ici, j'étais intimidé, car nous ne faisons pas partie de la même niche. Nous ne faisons pas partie de la même classe sociale. Ils sont plus bourgeois. Chemise, chaussures classiques, champagne et bonne manière. Moi, jean, t-shirt, pas rasé, cheveux bouclés, pas coiffé, bière et cochonnerie. Je me sens nerveux, inférieur, et ça se lit sur mon visage. Je lui fais un sourire forcé et je sens le besoin de me justifier, de me qualifier. J'ai besoin de leur validation. J'ai envie qu'ils m'acceptent. Qu'ils me disent « T'es un mec bien, on t'accepte, t'es un des nôtres ». J'avais envie de leur expliquer pourquoi je ne me sentais pas à l'aise et je m'imaginais déjà en train de le faire. Stop, Consti. Stop. Est-ce que cette pensée t'affaiblit? Oh que oui. Nervosité, sentiment d'infériorité, besoin de validation, moi en bas, eux en haut. Bien sûr que ça m'affaiblit. Et par expérience, beaucoup trop d'expérience, je sais que si j'exprime ce besoin de validation, je me tire une balle dans le pied et je risque de perdre la fille. Je remarque instantanément que son visage change. Je la contamine émotionnellement. J'ai le visage crispé, elle a le visage crispé. Il y a un malaise entre nous. Je lui dis, je n'aime pas ce bar. J'ai eu de mauvaises expériences ici. Bref, je vais me chercher une bière. Tu veux une bière? Oui, elle en veut une. J'ai bloqué juste à temps ce besoin de validation. Et la façon dont je l'ai dit n'a pas fait transparaître tant de faiblesse que ça. Ouf. Et j'ai donc tout de suite redirigé mon attention sur autre chose. Je suis resté dans l'action pour ne pas laisser le temps à mon cerveau de développer la spirale négative de nervosité, d'infériorité, de besoin de validation, etc. Parfois, il suffit juste d'un regard, d'une micro-expression pour changer la trajectoire de l'interaction. Un doute, une petite émotion toxique, une micro-expression et hop, son cerveau le capte de manière inconsciente et elle ne se rend pas compte de ce qui se produit sous la surface, mais elle sent que quelque chose a changé. Le ton de l'interaction change, l'interaction devient plus amère, plus crispée, plus froide, plus distante. Il faut être conscient
de ces micro-moments et il faut réagir immédiatement, sinon ça risque de déclencher une spirale négative. Je suis au comptoir et je commande une bière. Elle entre également et me rejoint. Finalement, pas de bière pour moi. Prends-moi juste une petite bouteille d'eau si tu veux bien. C'est ce qu'il me demande. Aïe, encore un mauvais signe. Je me dis, aïe, 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 Constil, les micro-expressions de nervosité, le malaise entre nous. Et maintenant, la fameuse bouteille d'eau, c'est mort. Elle a changé d'avis. Cher auditeur, que faire dans une telle situation? J'accepte. J'accepte la situation comme telle. Cette nuit, il n'y aura pas de baisse. Pas grave, je me sens libéré, détaché, soulagé. On reçoit nos boissons, je bois une gorgée de ma bière, me tourne vers elle et lui dis « Écoute, je sais qu'il y a un malaise entre nous. Si tu as changé d'avis, si tu n'as plus envie, il n'y a aucun souci. Ça arrive, je comprends parfaitement. » Instantanément, son visage s'illumine, elle retrouve le sourire, elle s'ouvre émotionnellement et elle initie le contact physique. Elle se rapproche de moi, elle veut me prendre la main. J'ai de nouveau réussi à briser la spirale négative et paradoxalement, j'ai réussi à la briser en n'essayant pas de la briser, mais en acceptant la situation et en lâchant prise. Si j'avais essayé de briser la spirale négative activement, je l'aurais amplifiée, car j'aurais été needy, j'aurais été en manque et j'aurais déclenché le mécanisme « je te suis, tu me fuis ». L'équilibre a été rétabli et dès lors, c'était juste une question de ne pas foirer le coup. Je devais juste rester présent, calme et contrôlé. Sa décision était prise, elle voulait se faire baiser et j'étais l'heureux élu et ma tâche consistait à ne pas faire de faux pas. Nous avons bu encore une ou deux bières, nous avons pris le taxi et nous sommes allés chez elle. Et une fois chez elle, par terre, dans la cuisine, sur la table, sur le canapé, c'était très animal et passionnel. Et vers 7 heures du matin, je suis parti. Les rues désertes, la ville qui s'éveille, le lever du soleil, ce moment de somnolence post-coïtale, ce moment de triomphe, de mélancolie, de solitude complète. Ce moment est pour moi plus beau que de s'endormir ou de se réveiller dans les bras de ta conquête, car quand tu pars après l'acte, ça reste inachevé. Tu restes quelque part dans le désir. Et surtout, tu ne laisses pas le temps aux imperfections de la réalité de voir le jour. Son haleine, le petit bouton sur le front, la forme bizarre de son genou ou son orteil, tu en gardes un souvenir pur. Je ne dis pas que j'ai réussi à conclure avec cette fille grâce à l'optimisation de mon monde intérieur, grâce à la gestion de mes pensées et mes émotions. Cette fille était entreprenante et intéressée. Je n'avais pas grand-chose à faire. Grâce à l'optimisation de mon monde intérieur, j'ai juste évité de foirer le coup. Et si elle avait changé d'avis, j'aurais eu une occasion d'observer et de nettoyer mes pensées, mes émotions et mon comportement. J'aurais eu l'occasion d'optimiser mon monde intérieur.